Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une ce soir. Le président Bassirou Diomaye Faye confirme la reprise imminente des travaux de la grande mosquée omarienne. L'annonce a été faite lors de sa visite sur le site en compagnie de la famille religieuse. Le chef de l'État a aussi rendu visite à l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. On le verra. Dans l'actualité également, cette tragédie routière à Koungheul, un terrible accident qui a coûté la vie à 14 personnes et fait de nombreux blessés. Quelles en sont les causes exactes? Ibrahim Ngom nous le dira. Le chef de l'État a exprimé sa profonde tristesse et a rendu hommage aux victimes. Et puis l'État du Sénégal renforce son soutien au Dakar de Médina Gounass. Au cœur de cette mobilisation, la Sénélec jouera un rôle clé en assurant une fourniture stable et suffisante en électricité pour tous les fidèles tout au long de leur retraite spirituelle. Et enfin, nous irons dans les champs ensoleillés de Bayard où une révolution douce et juteuse prend racine, celle de la production de fraises. Dans cet écrin de verdure, de jeunes agriculteurs donnent vie à des fraises qui enchantent par leur taille et leur saveur. On le verra. Voilà pour l'essentiel du menu de ce 20h. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a annoncé la reprise imminente des travaux de la grande mosquée omarienne lors de sa première visite sur le site en compagnie de la famille religieuse. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par le khalife Thierno Madani Tall qui y voit une marque de respect et de considération pour les familles religieuses. Cet événement a également été l'occasion de formuler des prières pour un mandat présidentiel couronné de succès dans un Sénégal uni et pacifique. Le compte rendu avec Oumar Nguyen. Le déplacement du chef de l'État à la mosquée omarienne s'inscrit dans la continuité des visites auprès des familles religieuses. La prière de ce vendredi offre donc une belle occasion. Un moment de ferveur religieuse qui regroupe la famille qui a fait bloc autour du khalife Thierno Madani Tall pour accueillir le président Bassirou Diomaye Faye et effectuer la prière avec lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Après les deux rakas, le khalife général a pris la parole pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour avoir effectué la prière avec eux ce vendredi. Souhaitant la bienvenue au chef de l'État, Thierno Madani Tall a formulé des prières pour que son mandat qu'il entame soit un succès. Revenant sur l'historique de la mosquée, depuis le président Senghor qui a offert le terrain jusqu'à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, tous les chefs d'État ont fait leur contribution. Le président Bassirou Diomaye Faye a mis le khalife à l'aise à ce sujet. J'ai bien compris la sagesse qui vous empêche même d'exprimer cette doléance, mais je suis bien informé de la situation. Je puis vous assurer que les travaux vont incessamment redémarrer. Rassurez-vous, l'État va prendre les dispositions nécessaires pour que cette mosquée soit achevée. C'est un devoir et une responsabilité qui nous incombe en tant que gouvernants. Le président Bassirou Diomaye Faye témoigne ainsi respect et considération au khalife général Thierno Madani Tall. Un discours en phase avec la place qu'il accorde aux familles religieuses du Sénégal dans sa gouvernance, car elles jouent un rôle majeur dans l'éducation des populations et la consolidation de la paix et la stabilité de notre pays. Pour marquer sa satisfaction à son hôte, le khalife Thierno Madani Tall a offert au chef de l'État ce recueil de poèmes qui retrace la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall. L'acte vaut aussi reconnaissance
et prières de la famille omarienne à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République a également rendu visite à l'archevêque de Dakar. Le président Bassirou Diomaye Faye a assuré à Monseigneur Benjamin Ndiaye des dispositions nécessaires pour la disposition ou la finition des travaux du sanctuaire marial de Popenguine. Le chef de l'Église catholique a exprimé sa confiance dans la capacité du président à guider le Sénégal vers la prospérité. Oumar Niang. Les Badamiers, résidence de l'archevêque de Dakar. En accueillant le chef de l'État, Monseigneur Benjamin Ndiaye mesure l'importance de la charge, mais se dit confiant quant à la capacité du président Bassirou Diomaye Faye de conduire notre pays, le Sénégal. Un pays attachant, un peu turbulent, vous le savez mieux que moi-même, mais qui sait reconnaître aussi en ses dirigeants ce que Dieu a choisi pour le mener plus loin. Vous avez donc une mission au service de ce peuple. Et en tout cas, à la place qui est la nôtre, nous voulons vous assurer de notre prière pour que le Seigneur vous donne les grâces dont vous avez besoin. Intelligence, sagesse, connaissance, persévérance. Votre parcours va montrer votre capacité d'endurance, alors que cette endurance, cette capacité à patienter, puisse aussi être pour vous comme un legs qui vous aide dans votre mission d'aujourd'hui. L'Église est là, dans sa mission particulière. C'est des chrétiens sénégalais ou des chrétiens vivant au Sénégal, mais qui se sentent entièrement patriotes et citoyens, et qui entendent aussi amener leur contribution à la vie de notre nation, dans le respect de la pluralité des croyances. Alors vraiment, soyez le bienvenu ici et que Dieu vous bénisse. Le chef de l'État a remercié l'archevêque de Dakar pour la qualité de l'accueil. En s'appuyant sur le vivre ensemble sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye dit son plaisir de retrouver le chef de l'Église en tant que membre de la famille. De la 6e au CM2, j'ai été élevé par l'Église à travers l'école devenue École Marie Médiatrice de Ndiaganiao. Et cela rend compte de ce formidable peuple que nous avons, qui sait effectivement reconnaître les dirigeants qui peuvent l'amener loin, mais qui sait aussi préserver les valeurs fondamentales qui sont le socle de notre vivre ensemble. Voilà pourquoi, dès mon arrivée, dans la structuration ou la restructuration de l'organisation de la présidence de la République, j'ai érigé une direction des affaires religieuses pour séparer l'assistance aux diplômés de l'enseignement arabe qui correspond plus à de l'insertion, et c'est pour ça que j'ai enlevé assistance, j'ai mis insertion, et que j'ai mis en bureau, donc bureau pour l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe, parce que c'est une problématique à laquelle aussi nous devons nous attaquer, pour ne pas dire que nous devons prendre en charge. J'ai laissé ça comme tel. J'ai créé un bureau des affaires religieuses qui dépasse donc le cadre des Dara pour embrasser toutes les religions. Pour moi, c'est cela l'équidistance entre les cultes que je me dois d'avoir dans un pays laïque. J'ai pris acte ou connaissance plutôt des travaux à finaliser au niveau du site du sanctuaire marial de Popenguine. Et j'ai instruit le bureau d'architecture à qui on avait confié le programme des sites religieux, qui sera désormais confié à la direction des affaires religieuses pour qu'elle puisse administrer plus efficacement en s'appuyant sur le bureau d'architecture pour tout ce qui est construction. Je peux vous dire que vous pouvez compter entièrement sur ma disponibilité, sur mon accessibilité et l'accessibilité des membres du gouvernement et mon oreille attentive à toutes vos requêtes. Le chef de l'État a salué la clairvoyance et la lucidité de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il a présenté les condoléances à l'Église suite au décès de l'abbé Alphonse Diouf,
un religieux qu'il considère comme un frère car étant élevé chez lui à Ndiaganiao par son père. Une autre illustration de l'exemplaire vivre ensemble sénégalais. Un peu plus tôt, le chef de l'État s'est entretenu avec deux éminentes personnalités africaines au Palais de la République. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, et Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères, ont apporté des messages de collaboration et d'amitié. Ces rencontres symbolisent un renforcement des liens et une diplomatie active sur le continent. La synthèse avec Moussa Mané. L'audience du diplomate en chef de la République de Gambie fait suite au déplacement en terre gambienne du président Bassirou Diomaye Faye il y a quelques jours pour marquer l'intangibilité des relations bilatérales. La Gambie est honorée de cette marque d'amitié et de sollicitude du Sénégal pour une bonne tenue du sommet de l'OCI les 4 et 5 mai 2024 à Banjul. Je suis porteur d'un message de son Excellence le président Adama Barrow, président de la République de Gambie, auprès de son frère et ami, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le remercier pour la visite qu'il a effectuée en Gambie et lui transmettre son message de soutien, de gratitude pour avoir effectué l'un de ses premiers voyages en Gambie et pour avoir aussi passé au peigne fin toutes les questions sans tabou. Et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a démontré sa volonté de raffermir les relations entre la Gambie et le Sénégal. Nous devons travailler main dans la main parce que nos destins sont inextricablement liés. Il m'a aussi chargé de lui demander l'appui du Sénégal pour la réussite du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui va se dérouler en Gambie du 4 au 5 mai. La Gambie ne peut réussir un sommet si le Sénégal n'apporte pas son soutien. Je le dis souvent, c'est une nation avec deux États. Donc, tout ce que la Gambie entreprend, nous comptons sur le soutien et l'expérience du Sénégal. Il m'a aussi chargé de lui présenter à main propre, de lui donner à main propre une lettre pour exprimer ses condoléances suite au décès, à l'accident qui est survenu entre Kër Aïb et Farafenni, où une voiture de l'Ecomic a eu un accident et on a enregistré un décès. Donc il m'a chargé de remettre à main propre une lettre de condoléances et de prier pour le bon rétablissement de tous les blessés. À la suite du ministre gambien des Affaires étrangères, c'est au tour de Abdoulaye Diop d'être reçu par le chef de l'État. Le président de la commission de l'UEMOA est venu faire le point de la situation de l'Union au président Bassirou Diomaye Faye. C'était l'occasion naturellement pour moi de lui renouveler nos sincères félicitations et nos vœux de succès après son élection à la tête du Sénégal. Bien sûr, nous avons discuté du Sénégal, nous avons discuté de notre union commune et c'était l'occasion pour moi de lui faire le point en tant que nouveau chef d'État de la marche de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc nous avons parcouru la situation économique de notre union, la situation sociopolitique qui a permis sur les aspects économiques de faire ressortir des acquis certains dans le domaine des performances macroéconomiques, qui a permis de noter aussi une résilience de notre union sous ces différents aspects économiques, sociaux et sectoriels. Et donc, M. le Président de la République a salué ces performances de notre union dans ces différents domaines que je viens d'indiquer et nous a également donné des orientations par rapport à sa vision du Sénégal qu'il veut pour nos populations, mais également par rapport à sa vision communautaire. Et je pense que de ces échanges, nous avons eu une convergence de vues, comme il l'a dit, dans ce qu'il veut faire pour le Sénégal et dans ce que nous voulons faire aussi au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sur les différents aspects liés au problème de la jeunesse, sur lesquels nous travaillons, mais nous avons
échangé avec M. le Président de la République qui a donné des orientations assez précises là-dessus. Le domaine du numérique aussi, qui est un chantier important de notre Union, a été discuté avec M. le Président. Comme vous le savez, dans ses précédents messages, il a mis beaucoup l'accent sur la digitalisation des services publics de façon générale, et c'est un secteur aussi sur lequel nous sommes en train de travailler, et les orientations qui ont été données seront prises en compte pour, disons, améliorer ce que nous sommes en train de faire, renforcer dans ces secteurs qui sont prioritaires pour nos chefs d'État. Le président de l'UEMOA s'est dit sensible à l'engagement du chef de l'État d'œuvrer au dynamisme de l'institution qui doit, selon le président Faye, être un levier de développement au profit des peuples de la région. Tout comme il a assuré la Gambie du soutien du Sénégal dans les secteurs de l'organisation pour que le sommet de l'OCI se déroule dans de meilleures conditions. Autre titre ce soir, cette tragédie sur les routes de Koungheul. Un accident mortel survenu hier soir entre 19h et 19h30 qui a coûté la vie à 14 personnes et laissé plusieurs blessés. Dans un bilan provisoire, l'éclatement d'un pneu serait à l'origine de ce drame dévastateur. En signe de deuil, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rendu hommage aux victimes. Plus de détails avec Ibrahima Ndong. Le coupable, la pneumatique. C'est la principale cause qui a été évoquée après les premiers constats d'usage. L'éclatement d'un pneu d'un véhicule de transport public en provenance de Dakar en partance pour la région de Kédougou est à l'origine de cette tragédie. 14 morts, plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire que dressent les services de santé sur l'axe Yamong-Bayanen dans le département de Koungheul. Sur Twitter, le chef de l'État s'est incliné devant la mémoire des victimes. J'apprends avec une grande tristesse le terrible accident de la route survenu entre Yamong et Mbadianen sur la route nationale numéro 1, loin de Koungheul. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à leurs proches. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je demande à tous les services concernés de se mobiliser pleinement pour apporter soutien et assistance aux victimes. J'exhorte tous les acteurs de transport routier à plus de prudence et de respect du code de la route. J'instruis enfin les différents services de l'État à veiller au respect des normes techniques des véhicules et des règles de la sécurité routière. Ce tragique accident de Yamong survient un an après celui du village de Nibi sur le même axe routier où une quarantaine de personnes avaient péri. 22 mesures d'urgence avaient été arrêtées à l'époque pour le nouveau ministre des Transports. La coupe semble cette fois-ci pleine. C'est inacceptable. Nous allons sortir très vite une note envoyée à tous les contrôleurs. Nous allons également donner plus de moyens aux contrôleurs routiers pour que les voitures qui ne doivent plus rouler ne roulent plus. Nous allons également prendre et durcir les mesures sur la surcharge. Ce nouveau drame de Yamong traduit plus que jamais la récurrence des accidents sur la route nationale numéro 1 en particulier et sur les axes routiers du Sénégal en général. Insécurité routière, indiscipline des usagers ou défaillance des services de contrôle de l'État, en tout état de cause, la spirale de ce qu'il convient d'appeler un fléau aux conséquences désastreuses pour le pays n'est pas près de s'estomper si une réponse ferme et urgente n'est pas prise par les nouvelles autorités. Après les constats d'usage, les informations qui nous sont parvenues font état d'un éclatement de pneus. C'est vers les environs de 19h, 19h30, donc il ne faisait pas encore nuit. Quand on a regardé l'état de la chaussée, donc l'infrastructure routière, on a vu qu'au point de l'accident, donc au village de Kokoto, la voie elle est droite, très bien signalisée et très bien entretenue. Donc le facteur infrastructure n'est pas impliqué dans cet accident. De deux choses l'une, un excès de vitesse suivi d'éclatement de pneus pourra effectivement donc, expliquer la survenance de cet accident. Quand on a fait le tour du véhicule pour la vérification de la pneumatique, on a vu un état assez inquiétant sur le dispositif de pneumatique, ce qui repose en tout cas l'ancien problème de gestion du système pneumatique dans les véhicules de transport en général. En attendant l'identification des corps et leur remise aux familles, c'est un pays tout entier qui pleure à nouveau ses morts.
Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale a donné un premier bilan. 68 victimes réparties comme suit. 14 morts, 10 blessés graves, dont 4 en cours de prise en charge au bloc opératoire de l'hôpital de Kaffrine. 44 blessés, dont 27 prises en charge dans le même hôpital et 17 acheminés au centre de santé de Koungheul. Médina Gounass se drape de ses plus beaux atouts pour accueillir les pèlerins du Dakar. Cette année encore, l'État du Sénégal ne lésine pas sur les moyens pour garantir un pèlerinage dans les meilleures conditions. Entre provisions énergétiques assurées par la Sénélec et récente extension de la cité religieuse, tout est mis en œuvre pour que cette retraite spirituelle soit un moment de paix et de dévotion, nous dit Tchorodia. Plus de 80 agents ont été déployés au Dakar de Médina Gounass cette année. Ils travaillent d'arrache-pied pour approvisionner la cité religieuse en électricité. L'État a encore déboursé plus de 450 millions pour financer les travaux d'extension. Comme vous le savez, dans toutes les villes religieuses, c'est des villes qui grandissent vite. Donc il y a des dispositions qui sont prises au niveau de la périphérie. On a pu installer 25 km de BT dans le cadre de l'extension. Il y a eu 3 postes qui sont installés, 400 points lumineux, donc des équipes mixtes, le commercial, le réseau et les gens de la production qui sont là pour assurer l'organisation matérielle de ce Dakar-là. Lors de la dernière édition du Dakar de Médina Gounass, 1200 abris ont été recensés. La Sénélec avait mis en place un dispositif sans faille pour permettre à l'ensemble des pèlerins de s'approvisionner en électricité. Ils ont fait des extensions au niveau de tous ces Dakar-là. Et là, nous sommes rassurés. Et actuellement même, beaucoup de Dakar ont été alimentés. Ils ont démarré hier à alimenter, à faire des branchements au niveau des Dakar. Et déjà pour la journée d'hier, ils ont eu à faire 50 Dakar. Nous sommes entièrement satisfaits de la progression actuelle. Et nous savons que cette année, ils vont faire mieux que l'année dernière. Une innovation de taille cette année. Plus de 750 ménages vulnérables vont bénéficier du Woyofol social. Et au-delà aussi, il y a le service, un service social qu'on appelle le Woyofol social, donc qui est un programme organisé avec la Banque mondiale qui nous permettra d'installer, donc pour les ménages vulnérables, 750 abonnements qui seront financés par Sénélec et qui vont permettre à 700 ménages de bénéficier de l'électricité. Pour éviter certains dysfonctionnements, en plus de la centrale électrique, des groupes électrogènes ont été mis en place pour pallier au manquement. Le Dakar est alimenté en base par la centrale, cette centrale où nous sommes. Et donc, en cas de défaillance de cette centrale-là, nous ne le souhaitons pas. Il y a un premier dispositif qui est pris en compte au niveau du site de Sénélec où un groupe est installé pour prendre le relais. Et dans le cas où aussi ce site-là ne fonctionne pas, au niveau même local, il y a des dispositifs qui sont pris pour donc alimenter le Dakar. Après la visite au niveau du site religieux, cap sur le domicile du Khalif, Thierno Ahmed Tidiane Ba a prié pour l'ensemble de la délégation et pour tout le Sénégal. Pendant ce temps, des commerçants astucieux de Tambacounda transforment cette concentration spirituelle en une mine d'or commerciale. Ils déploient des équipes sur le site même de l'événement et saisissent l'occasion de faire prospérer leur business grâce à la dense affluence. C'est un reportage de Tchorodia. À quelques jours du démarrage du Dakar de Médina Gounass, certains commerçants se frottent déjà les mains. Les vendeurs de glacières, de fourneaux, d'ustensiles de cuisine et de vaisselle profitent de leur business. Quand il y a Dakar, on le sent vraiment, nous les commerçants, car il y a plus de clientèle et nous écoulons facilement nos marchandises, que ce soit les glacières, les bols, les cuillères. Tout s'écoule facilement comme de petits pains. Le Dakar, c'est vraiment une période de faste pour nous. À chaque événement, moi, je pars à Dakar tous les 2 jours à la recherche de marchandises. À la rue Aïnine Fall, ce grossiste déploie chaque année une équipe au niveau du site du Dakar de Médina Gounass. Ces commerçants séjournent pendant toute la période de la retraite spirituelle dans la cité religieuse pour vendre leurs différents articles. Moi, à chaque Dakar, je pars m'installer là-bas pour vendre et ça marche très bien. Là-bas, il y a du monde, des clients viennent de la Guinée, du Fouta, du Mali.
Il y en a qui achètent pour leurs besoins sur place, mais la plupart achètent pour aller revendre ça chez eux. En plus, il y a des marchands ambulants qui viennent nous voir, on leur donne de la marchandise, ils vont revendre ça. En 10 jours de Dakar, ils peuvent avoir 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, voire plus. Après, ils ramènent notre argent et gardent les bénéfices. Vous voyez comment ça crée de l'emploi. Nous, à chaque Dakar, nous envoyons une équipe spéciale sur place avec des matelas, des nattes et autres marchandises. Personnellement, mon dernier voyage au Dakar remonte en 2014. J'avais amené des matelas à l'époque que j'avais tout écoulé. Un autre business florissant à l'approche du Dakar de Médina Gounass, la vente de matelas, de nattes, de chaises en plastique, entre autres. Là, je suis en train de me préparer pour y aller. Déjà, le véhicule transportant ma marchandise est en route. Le chauffeur vient de m'appeler au téléphone. Il n'a amené que des matelas. Vous savez que là-bas, ce qui marche le plus, ce sont les matelas, les petits matelas, surtout qu'on appelle mergadou, qui coûtent 3250 francs, 3750 francs, 4000, voire jusqu'à 6000 francs CFA. Le Dakar de Médina Gounass, un événement religieux qui attire des milliers de fidèles venus des autres régions du Sénégal. Grâce à sa proximité avec la cité religieuse, les commerçants de la région de Tambacounda tirent profit de ce grand rendez-vous religieux. Et cap à présent sur les champs verdoyants de Bayard, où une révolution douce et sucrée prend forme sous les mains agiles de jeunes agriculteurs sénégalais. Ces entrepreneurs agricoles ont transformé des hectares en jardins florissants où poussent des fraises rivalisant en taille, en beauté et en goût avec leurs homologues importés. Ramatadem nous guide à travers cette prometteuse filière locale. Voici son reportage. La fraise, ce petit fruit rouge gorgé d'eau, rafraîchissant, était il y a quelques années un fruit importé. Désormais, il est cultivé au Sénégal par des jeunes qui s'y intéressent depuis 10 ans à peu près. Chaque année, sur des hectares de terre à Bayard, ils cultivent et expérimentent les espèces et les méthodes d'exploitation, ce qui a valu à la fraise locale d'occuper une place de choix sur le marché sénégalais. Entre 2016 et 2024, il y a eu beaucoup d'évolutions dans nos activités, parce que là, présentement, on est presque dans 60 magasins et nous distribuons aussi dans les grands hôtels qui existent ici au Sénégal, un peu partout en Toumbour, Thiès et Sali, un peu partout, et aussi dans les grands restaurants et autres. Donc je peux dire que plus ou moins nous sommes considérés comme les leaders en termes de production de fraises au Sénégal. La production de fraises démarre du mois d'octobre au mois de juin, voire juillet. La fraise est un fruit qui a besoin de beaucoup d'eau, donc il faut arroser tous les jours et plusieurs fois pour avoir les meilleurs rendements. Fraise dafa am ay période. Souvent ñun dañuy top période yi ñuy commencer à partir d'octobre dañuy commencer def aménagement. La culture de fraises est bien définie dans le temps. Dès le mois d'octobre, nous aménageons les champs, puis le repiquage démarre en décembre. Et avoir les premières récoltes un mois après. Donc vous pouvez récolter jusqu'au mois de juin, voire juillet. Au mois d'octobre, encore rebolote et on refait le même cycle. À partir de un mois, si vous faites ce repiquage un mois, après on prépare ce terrain, on fait ses apports, on fait l'installation, après on reprend. L'autre magie dans la culture de la fraise, ce sont les abeilles et les fleurs, qui jouent un rôle essentiel dans le goût de la fraise, la taille et même la forme. Un véritable laboratoire naturel. Fleurs yi ñu bari dañuy japp ni fleurs yi dañ ko def pour décoration, mais fleurs yi dafa am leneen lu muy servir. Les fleurs, beaucoup de personnes pensent que c'est à but décoratif, mais pas du tout. C'est pour attirer les abeilles dans les champs de fraises. Les abeilles déplacent des fleurs tout autour du champ vers les plants de fraisiers. Ensuite, il y a tout un travail que les abeilles font autour des fruits, ce qui impacte sur le goût sucré des fraises, leur forme, mais aussi leur taille. Calibre doom bi parce que doom yi léeg-léeg nga récolté ko gis boo xamante ni dafay ovale wala dafay tourner au côté ñoom nag ñoom ñoo koy liggéey loolu noonu ba doom bi bu ñëwee dafay doon
benn calibre bu rafet boo xamante ni vraiment ñun loolu lañ ciy soxla quoi. Au fil des années, c'est des créations d'emplois, car il faut une main-d'œuvre pour la cueillette, un réel moment de plaisir pour les populations locales et les jeunes. Cela fait 3 ans que je travaille pour Fraisen. Et cette année, je me suis mise à mon compte. Mais grâce à Actuellement, ici au Sénégal, bon, fraise dafa ne doon loo xamante ni benn filière la boo xamante ni ñu bëri xamuñu ko woon. La fraise est une filière méconnue au Sénégal. C'est pour cela que je suis venu à Bayard pour me former et me lancer dans la production. Justement, notre promotion a terminé la formation en février et a décidé de se lancer dans la production à travers les villages voisins. Ci benn village bu ne fii nii ci kanam foofu lañ commencé actuellement. Voilà. Actuellement, on a commencé à avoir des résultats. À l'image de Modou Dieng, qui cultive sa propre parcelle de fraises, cette année, il se retrouve avec une récolte rentable. Il a 2 cueillettes par semaine qui peuvent lui apporter 50 à 150 kilos par cueillette pour un demi-hectare, ce qui est appréciable pour un début. Mais le travail de la fraise est très délicat. Place à présent au tri pour la vente. Les plus belles fraises sont mises en barquette pour un marché assez sélect et les moins belles, le deuxième choix, sont réservées pour les jus ou autres produits dérivés. Tout un dispositif est mis en place pour les amoureux de la fraise et faire de ce fruit une filière fructueuse par et pour les jeunes. Et nous nous sommes rendus compte que pour préparer le développement de ces réseaux, il faudra d'abord se pencher sur la main-d'œuvre. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à mettre en place un centre d'incubation et d'insertion des jeunes. D'où l'idée de former ces jeunes sur les techniques de production de la fraise, mais aussi de former des femmes sur les techniques de transformation pour valoriser ces fraises en produits dérivés comme le jus, le sirop, la confiture. Et derrière, après leur formation, les jeunes sont directement recrutés par Fraisen, où certains sont accompagnés dans leur propre exploitation, financés aussi par Fraisen. Et on assure aussi la commercialisation de l'ensemble de ces jeunes qui sont lancés dans la culture de la fraise. Et nous assurons aussi la commercialisation des produits transformés par les femmes. Un travail minutieux, beaucoup de délicatesse et de patience. La production de fraises de qualité demande un travail bien organisé, de bonnes conditions, à savoir beaucoup de soleil, de l'eau, l'accès à la terre et surtout de l'amour pour donner à la fraise sa couleur et son goût exquis. Une filière qui mérite plus d'implication des jeunes pour faire de la fraise du Sénégal la meilleure de toutes les fraises d'Afrique. Voilà pour cette révolution douce et sucrée qui prend déjà forme à Bayard. Plongeons maintenant au cœur des enjeux vitaux de notre planète avec la 10e édition du Forum mondial de l'eau à Bali. Cette année, l'accent est mis sur l'Afrique où le réseau africain des organisations de bassin se mobilise. Depuis Dakar, une réunion hybride vient de tracer les lignes de leur engagement, assurer une gestion de l'eau qui rime avec sécurité, stabilité et lutte contre la pauvreté en Afrique. Salut Sec. Cette réunion de haut niveau entre dans le cadre des préparatifs de la 10e édition du Forum mondial de l'eau à Bali en Indonésie. À Dakar, les membres du réseau africain des organismes de bassin entendent fédérer leurs positions pour une bonne participation au forum. Le RAOP, réseau africain des organismes de bassin, qui regroupe l'ensemble des bassins versants africains, est une famille unie et indivisible. C'est dans l'union que nous irons au Forum de Bali pour apporter notre vision, qui doit maintenant dépasser l'horizon 2025 que l'Union africaine avait consacré à la vision africaine de l'eau. Ainsi, continuons dans la poursuite du Forum de Dakar à mettre en place ce que j'appellerai l'horizon 2050 de l'eau avec une vision multisectorielle, globale et inclusive. Cette vision qui ne s'arrête pas seulement à l'approvisionnement en eau potable et assainissement intègre l'inclusion des besoins de notre jeunesse. Le réseau qui promeut une gestion intégrée des ressources en eau compte jouer pleinement son rôle pour relever le défi de la préservation du liquide précieux. L'eau est au centre de nos préoccupations en Afrique, tant les enjeux sont multiformes et multisectoriels. Notre rôle dans ce combat est central, car nos bassins ont un impact direct sur la vie des populations riveraines des cours d'eau en termes d'énergie, d'agriculture, d'eau potable et d'assainissement pour ne citer que ces usages. De plus, nous sommes les premiers impactés par les changements climatiques
qui appelle à une coordination des stratégies d'adaptation et de mitigation, y compris pour la préservation des écosystèmes aquatiques. Cette rencontre est donc capitale. Elle devrait permettre aux membres du réseau d'anticiper sur certaines préoccupations. Je souhaite que cette rencontre puisse servir de lieu de départ, la promotion de la paix des bassins, qui est un volet essentiel pour la préservation des conflits dans le continent africain. Donc, voyez-vous que le RAOP a la chance de jouer ce rôle à travers notre potentiel d'anticipation des antagonismes liés à la rareté de l'eau, qui est une des sources principales de naissance de conflits. À l'issue de cette réunion, il est attendu la mise en place d'une approche constructive orientée vers l'horizon 2050, une réflexion qui peut également servir d'élaborer une charte commune pour les bassins africains, un document que les membres du réseau comptent défendre lors du prochain Forum mondial de l'eau à Bali. La société anonyme Delta SA, fleuron de l'industrie sénégalaise, se positionne au cœur de la politique d'assainissement national. Grâce à un partenariat stratégique avec l'Office national d'assainissement du Sénégal, il joue un rôle clé dans la gestion du réseau de Dakar et étend son influence à travers le pays. C'est un reportage de Lamine Touré. Dans le secteur de l'assainissement au Sénégal, la société Delta SA a fini de démontrer son envergure professionnelle, curage du circuit d'évacuation des eaux de pluie et celles usées à Dakar comme dans les régions du pays. Des opérations de collecte sont également menées dans ce sens pour donner un cadre de vie agréable aux populations. Dans le cadre de notre mission, surtout sur la partie assainissement, nous sommes délégataires du réseau de l'ONAS, où nous gérons pratiquement tout le réseau de Dakar et nous intervenons également dans les régions pour les travaux de curage. Donc nous ferons tout ce qui est entretien du réseau, travaux de curage et puis nous gérons aussi la chaîne de valeur sur la collecte des déchets vers les stations de vidange agréées. Donc ça soit au niveau de la station d'épuration de Pikine ou de Cambérène. Créée en 2002, l'entreprise Delta SA est aujourd'hui certifiée suivant un référentiel de management de la sécurité au travail, une bonne tenue managériale qui explique d'ailleurs cette collaboration institutionnelle réussie avec l'État et le secteur privé. On a aussi eu à travailler avec Saint-Terre sur les travaux d'entretien sur le circuit du terre, le curage, la réhabilitation de certains ouvrages. Des fois aussi la mise en place de systèmes de pompage avec la ville de Dakar dans des zones inondées. Nous sommes déjà certifiés MAS, ce qui nous permet déjà d'avoir un prérequis sur l'environnement ou sur la gestion de l'impact de l'environnement, parce que c'est un volet qui est important pour nous. Et depuis quelque temps aussi, nous sommes en train de mettre en place le système de management intégré qui devrait aboutir à la certification ISO 9001. 14 001 et 45 001. Sur le terrain, la société mobilise de gros moyens pour accompagner l'État dans sa politique d'assainissement. Nous avons des camions hydrocureurs qui sont dans le réseau. Nous avons aussi des engins lourds comme des pelles mécaniques, des tractopelles, des chargeurs et autres. Nous avons aussi, je dirais, un personnel temporaire comme permanent avec qui nous travaillons durant toute l'année. Delta SA a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Elle est aujourd'hui dans la diversification de ses activités. Dans son déploiement opérationnel, l'entreprise s'illustre par cette main-d'œuvre portée par des Sénégalais bien formés en la matière. Vous l'avez sans doute remarqué, un voile de poussière a envahi le ciel, perturbant la vie quotidienne et la santé des habitants. Provenant du nord, cette vague de poussière s'impose comme un invité indésirable affectant la qualité de l'air et provoquant des inquiétudes sanitaires. Tidjane Diédhiou, prévisionniste et chef de bureau à l'ANACIM, nous éclaire sur les origines et les impacts de ce phénomène. Nous l'écoutons. Depuis ce matin, on a noté de la poussière sur les régions nord du pays, notamment Saint-Louis, Podor, Matam. Cette poussière a commencé à envahir les régions centres à partir de l'après-midi, notamment Dakar et environ. Cette poussière est due effectivement à un renforcement du vent dans les basses-cousses au niveau de la Mauritanie. Donc, avec l'effet du jet, cette poussière s'est transportée vers le Sénégal. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette situation de poussière va se maintenir jusqu'au dimanche. Donc, il y aura une forte réduction de la visibilité sur l'étendue du pays, surtout les régions nord et centre. En termes de conseils, il
faut noter qu'il y aura des risques sanitaires, surtout pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires, les enfants et les personnes âgées. Donc, ce qu'il faut, c'est d'éviter d'être exposé, surtout également mener des activités intenses durant cette période. S'il y a lieu de porter des masques, c'est encore meilleur. Donc, à cause aussi de la réduction de la visibilité, par exemple, les pêcheurs doivent éviter des risques de collision en mer. Donc, prendre toutes les précautions parce que la visibilité sera fortement réduite. Au carrefour du développement durable et de la gouvernance économique, une nouvelle initiative prend forme. L'autorité de régulation de la commande publique, avec le soutien de la Banque mondiale, vient de réaliser une formation pour des experts de la régulation des marchés publics venant de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ensemble, ils posent les jalons d'une nouvelle ère où les marchés publics deviennent des moteurs de progrès. Salut Sec. Les achats publics durables, une orientation qui permet de prendre en compte les considérations économiques, sociales et environnementales. Et c'est dans le cadre de cette évolution que cette formation internationale est initiée par l'autorité de régulation de la commande publique. Au total, 80 participants venus de 10 pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre ont bénéficié de cette session. Depuis la réforme de 2007 des marchés publics, la commande publique se veut à l'écoute des citoyens pour régler les besoins. Des besoins de transport, des besoins de santé, tels que les problèmes sociaux, n'est-ce pas? Donc les questions des femmes, les questions d'accès à la commande publique des femmes, les problèmes des jeunes, les problèmes des personnes handicapées vivant avec des handicaps. Donc il s'agit de dépenser mieux et de dépenser à moindre coût, tout en ne perdant pas les aspects de qualité. Durant 5 jours, des formateurs ont échangé avec ces experts sur les achats publics durables, une initiative appuyée par la Banque mondiale. La Banque mondiale financie un portefeuille de projets, que ce soit avec l'utilisation de procédures Banque mondiale ou nationale, de 3 milliards de dollars au Sénégal, et une grande partie passe à travers les marchés publics. Tous les projets financés par la Banque mondiale doivent avoir des indicateurs clairs sur l'impact sur le climat. Donc cette formation sur les achats publics durables rentre dans cette vision globale que la Banque mondiale, dans ses financements, prenne en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Il est attendu aux participants de vulgariser les connaissances acquises au niveau de leurs différents organes. Si les politiques nationales elles-mêmes sont correctement définies à la base, on se rendra compte à la fin que ces achats publics durables vont permettre l'éclosion des PME locales, vont permettre la préservation de l'environnement et davantage d'innovation au niveau africain. À travers donc cette initiative, le centre de formation de l'autorité de régulation de la commande publique apporte ainsi à ces pays africains un soutien considérable dans cette évolution du système de passation des marchés publics. À l'occasion de la Journée internationale de la propriété intellectuelle, l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique a organisé un événement marquant au village artisanal de Soumbédioune. Ce rassemblement a permis aux professionnels de l'ASPIT de dialoguer directement avec les artisans de la Chambre des métiers de Dakar. Anis Nianyamane. Ce 26 avril est célébré partout dans le monde la Journée internationale de la propriété intellectuelle. Au Sénégal, la journée est marquée par une séance de sensibilisation sur les créations intellectuelles. L'ASPIT a pour mission, entre autres, donc d'encadrer et d'accompagner des porteurs de projets à vocation artisanale, industrielle, agricole, d'une part. D'autre part, on encadre aussi et on accompagne, comme nous on est en train de le faire, les utilisateurs du système de la propriété intellectuelle. Ce sont des personnes qui veulent protéger leur invention, donc à travers les brevets, qui veulent protéger leurs produits ou services à travers les marques, qui veulent protéger leurs enseignes à travers les noms commerciaux, qui veulent protéger leurs modèles à travers les dessins et modèles industriels, entre autres types de propriété industrielle. Ici, au village artisanal de Soumbédioune, les acteurs ont interpellé l'autorité sur la protection de leurs produits pour rendre leur secteur plus compétitif. Les artisans ici présents sont intéressés par la propriété intellectuelle et sont ouverts à vous pour recevoir d'amples informations par rapport à l'enregistrement, mais par rapport au brevetage, par rapport aux indications géographiques
qui est géré par l'agence ASPIT au niveau du Sénégal. Donc cette journée est importante pour nous puisque ça va nous permettre de communiquer, mais aussi de vulgariser la propriété intellectuelle au Sénégal. Pour valoriser les inventions et les innovations, les artisans doivent enregistrer leurs dessins et modèles à l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique ASPIT. L'objectif aussi, c'est de vous permettre à enregistrer les dessins et modèles industriels. Que vous sachiez que vous avez une structure qui est là, qui vous accompagne, votre bouclier par rapport à votre capacité de création, à votre capacité d'innovation, à votre capacité d'invention. Par rapport au brevet, c'est 590 000 ans, c'est 590 000 francs CFA. Mais ils ont une subvention du ministère de l'Industrie et ils ne vont payer que 22 500 pour les marques. Pour essayer, en fait, toujours de vous aider, de vous accompagner. On a réduit le montant, maintenant c'est 360 000 francs. Mais il y a des frais de dépôt qu'il faut, des frais de dossier quand même qu'il faut donner au niveau de l'ASPIT, c'est 50 000 francs. Alors, pour les dessins et modèles industriels, c'est 80 000 francs pour les dessins et modèles industriels et frais de dossier 25 000 francs. L'ASPIT compte ainsi accompagner les projets à vocation industrielle, agricole et artisanale pour les rendre plus productifs et faire de ce secteur un environnement juridique propice et sécurisé. Dans un élan novateur pour renforcer la lutte contre la criminalité financière, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels et le Centre de formation judiciaire viennent de franchir une étape décisive. Les deux entités ont scellé une convention de partenariat objectif booster les compétences de leurs agents. Damsila. Cette signature de convention officialise le partenariat entre l'Office national de recouvrement des avoirs criminels et le Centre de formation judiciaire. Bientôt, les agents de l'ONRAC seront mieux outillés pour booster leurs compétences. L'objet de ce protocole est le renforcement du cadre de coopération que nous mettons en place avec vous, Monsieur le Directeur général, pour la définition de programmes communs de formation pour le renforcement des capacités des magistrats et autres acteurs judiciaires. L'ONRAC est une structure mise en place par l'État du Sénégal pour lutter contre la délinquance financière, mais aussi de faire la saisie et la confiscation des avoirs criminels, une mission qui demande rigueur et compétence. Ce partenariat revêt une importance capitale en ce sens qu'il arrive dans un contexte de renforcement de la lutte contre la criminalité économique et financière, avec notamment la mise en place du pôle judiciaire financier et l'entrée en vigueur de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Le Centre de formation judiciaire s'est engagé à accompagner l'ONRAC dans ses missions et se lance dans un partenariat gagnant-gagnant. Le partenariat va être un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant parce que, comme j'ai dit, nous avons cette mission de formation de l'ensemble des acteurs, mais l'ONRAC également est l'expert métier, ce qui veut dire que, à la fois au niveau de la formation initiale, mais aussi bien au niveau de la formation continue, nous aurons besoin justement des experts de l'ONRAC pour monter nos modules de formation, pour capaciter les acteurs de la chaîne pénale par rapport justement à ce nouveau dispositif de saisie, confiscation des avoirs criminels. Le Centre de formation judiciaire et l'ONRAC veulent promouvoir le partenariat entre structures étatiques, un accord qu'ils jugent plus bénéfique et plus rentable. Retour triomphal de Serine Cher Diop, couronné champion au prestigieux concours de récital du Coran au Rwanda. Le jeune prodige a surpassé 50 concurrents. Il a été chaleureusement accueilli hier à la maison du Coran Sénico et a eu droit aux félicitations de ses professeurs et de l'État du Sénégal pour cette belle performance. Fatmata Savané. Une victoire de plus pour le Sénégal. Le prix du concours international de la lecture du Coran a été remporté par Serine Cher Diop. Le fils prodige de retour au Bercail a eu droit à un accueil chaleureux. Le concours s'est tenu en 2 étapes. J'ai été premier lors du premier passage et en finale également, j'ai remporté la première place devant 50 concurrents.
Je rends grâce à Dieu et je remercie tous ceux qui ont participé. Nous avons initié cet accueil car nous donnons beaucoup d'importance à l'apprentissage du Coran et à ses acteurs. Nous sommes heureux et fiers. Aussi teral ko ndaxte association ànd liggéey daara li ko tax a jóg mooy ñoo xam ne daara bari na ay jafe-jafe waaye dafa laaj taxaw. Un concours coranique au Rwanda où le Sénégalais s'est distingué. J'ai été choisi parmi beaucoup d'apprenants pour représenter mon pays. Et aujourd'hui, c'est le premier prix remporté à l'international. Ses professeurs, sa famille, ses camarades du Dara et les Yaye Dara ont tenu à lui rendre hommage. Je suis très heureux et fier. Et je dois dire que c'est un enfant studieux et très attaché à sa religion, mais aussi à sa famille. Le ministre de l'Éducation nationale a été représenté à la cérémonie, une occasion pour rassurer sur l'accompagnement de l'État pour les Dara. Suñu kilifa di Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, bi nga xamni Yalla dafa dogal mu jité lépp luy jàng ak jàngale Sénégal. Je représente le ministre de l'Éducation absent du pays, mais comme vous le savez, le président accorde une attention particulière à l'éducation religieuse et surtout à son développement. Yaakaar nañu ni effort yi état du Sénégal doon def ngir suqali njàngum alxuraan mi ci Sénégal am nañ yaakaar ni régime bu bees bii ñëw bu yokkul du wàññeeku te am nañ yaakaar bu baax ci dina yokk ci seere yi fi jub lépp mu nekk yitte joo xam te ni ñor na ko ba première sortie bi mu def ca jumaa ja la ko waxee di ndokkeel waa Daara la ca topp mooy gis ngeen ni premier conseil des ministres mu jël décret créé lu tuddee direction des affaires religieuses et d'insertion des diplômés en langue arabe waxal ko boppam. Serigne Cheikh Diop est premier parmi 51 candidats venus de 30 pays du monde. Un prix qui conforte les Serigne Dara du travail remarquable qu'ils accomplissent. Sport escrime pour finir. Le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques dans la zone Afrique aura lieu demain en Algérie. L'escrimeuse sénégalaise Ndeye Binta Diong se prépare à défendre sa place. Elle fait partie des 8 compétitrices prêtes à croiser le fer lors de ce tournoi de qualification. Elle annonce qu'elle se battra pour valider son ticket, comme c'était le cas il y a 4 ans. Nous l'écoutons. J'y crois, tout est possible. J'ai pu dégager du temps pour tout le mois d'avril pour vraiment me mettre dans les conditions pour aller chercher ce dernier ticket pour Paris. Et ça sera très bien pour moi parce que je pourrai enfin terminer en beauté et puis passer à autre chose, me concentrer sur mon travail et ma vie que j'avais mis en suspens pour pouvoir vraiment réaliser ces rêves. Ainsi va l'actualité de ce vendredi soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.